Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi que vous soyez aussi nombreux pour cette matinée webinaire Conseil patrimonial. Merci de votre participation. En tant que président de la commission Conseil patrimonial de l'IFEC, j'ai souhaité mettre en place, dans un contexte sanitaire actuel, des webinaires sur le Conseil patrimonial, des webinaires trimestriels avec un contenu plutôt qualitatif, mais aussi pratique, afin que vous ayez bien évidemment des atouts pour pouvoir vendre cette mission de conseil patrimonial. Pour cette première édition, j'ai choisi le thème de la retraite, un thème phare pour l'ensemble de nos clients, dirigeants d'entreprise. Ce webinaire durera 1h30. Pour des aspects pratiques, vous ne pourrez pas poser de questions à l'oral, vous n'êtes pas filmé non plus. Par contre, le webinaire et les intervenants sont enregistrés, donc vous pourrez accéder par la suite en replay sur le site de l'IFEC et on transmettra effectivement le lien par la suite. Vous pourrez cependant poser des questions par écrit dans la partie questions-réponses et les deux animateurs pourront vous répondre. J'ai demandé à Rodolphe Guillemin, qui a une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine du conseil patrimonial et de la gestion de patrimoine et qui est président de Mahaka, nouvelle société depuis 2 ans, une entreprise qui a été créée et qui gère des plateformes de conseil et gestion de patrimoine à destination des professions réglementées et notamment des experts comptables et qui propose d'accompagner les experts comptables dans la création de leur pôle patrimonial. Il est accompagné de Christelle Dio, responsable des partenariats chez Intential du groupe Apicil. Comme nous débutons cette série de webinaires, j'ai demandé à Rodolphe également de vous présenter en préambule les principaux fondamentaux du conseil patrimonial et en quoi les experts comptables sont totalement légitimes pour proposer ce type de mission et cette offre de service à leurs clients. Il entrera par la suite, bien évidemment, dans le vif du sujet avec Christelle sur la thématique retraite et comment vendre cette mission aux clients, comment élaborer cette mission aux clients et comment rendre. Et Christelle abordera, puisque c'est d'actualité, la loi Pacte, ses contraintes, ses opportunités et qu'est-ce que l'on peut apporter comme conseil à nos clients. Je vous souhaite donc un excellent webinaire et n'hésitez pas à me faire vos retours via mon compte LinkedIn ou via mon mail ou application IFEC. Merci et bon webinaire à tous. Donc, Monsieur Espira, merci d'une part pour cette introduction et cette présentation. Je tiens également à remercier l'IFEC qui nous donne l'occasion et l'opportunité d'intervenir dans le cadre de ce webinaire. Comme l'a dit Frédéric Espira, ce webinaire se veut d'ordre pratique. Néanmoins, vous aurez un support avec des aspects éminemment techniques qui seront développés par Christelle Dio, qui va nous éclairer sur les contraintes et les opportunités de la loi Pacte. Et j'en profite pour remercier notre partenaire Apicil qui a bien voulu se prêter au jeu et nous accompagner dans l'animation de ce webinaire. Alors, sur un plan pratique, on va faire en sorte d'avoir le maximum d'interactivité. Il est bien évident qu'on aurait préféré le direct. Sur tout ce qui concerne le chat et les questions-réponses, ce que je vous propose, je vais dérouler mon intervention avant l'illustration pratique d'un bilan retraite en ligne. Je m'arrêterai quelques instants avec Christelle et on fera en sorte de voir de manière synthétique les thématiques des questions posées et dans la mesure du possible, on fera en sorte d'y répondre. Si toutefois, il y avait des aspects trop techniques qui étaient ensuite embrassés par l'intervention de Christelle Dio, dans ce cas-là, on y répondra dans un second temps à la fin du webinaire. Voilà.
Donc, je vais commencer ma présentation et en ce qui concerne la préparation d'un bilan retraite client et surtout en ce qui concerne cette mission de conseil patrimonial, on va être obligé, parce que c'est une voie de passage, d'avoir une approche plus globale, d'une part sur quels sont les moyens et quels sont les prérequis que vous devez posséder pour pouvoir effectuer un bilan retraite. Donc ça, c'est le premier aspect. Mais un bilan retraite ne peut se prendre en compte et ne peut se mettre en place que dès lors que vous aurez la capacité d'avoir une approche patrimoniale globale. Donc, on va s'arrêter sur ces deux aspects et je vais dérouler au fur et à mesure et vous aurez, comme je vous l'ai dit, le support qui sera relayé par l'IFEC. Alors, de manière générale, qui sont les acteurs du conseil patrimonial? Alors, évidemment, vous avez les conseils indépendants hein, qui interviennent dans les actes de conseil patrimonial, mais on a aussi les notaires, les avocats et évidemment les experts comptables. D'ailleurs, au même titre que Frédéric Espira, moi j'interviens dans le cadre du master de gestion de patrimoine de Clermont, également de Lyon, et ça fait un peu plus de 10 ans que je forme principalement des experts comptables. Et on s'aperçoit que souvent, les experts comptables qui ont à l'évidence une légitimité dans le conseil patrimonial, notamment auprès des dirigeants, chefs d'entreprise, hein, que ce soit PME, artisans, commerçants, professions libérales, chacun de ces experts ont généralement un rôle bien défini dans le conseil en gestion de patrimoine. On s'aperçoit de manière pratique, hein, moi ça fait 10 ans que j'enseigne dans ces masters, et je m'aperçois que globalement, les experts comptables vont limiter leur champ et leur rayon d'action uniquement à la partie conseil, alors qui souvent n'est pas facturée, et on verra pourquoi souvent cette prestation n'est pas facturée, parce que je pense que malgré les compétences qu'ont et l'ADN qu'ont les experts comptables sur le plan du conseil, souvent, vous n'avez pas les moyens de réaliser ces missions de la manière qui vous permettrait d'apporter un maximum de valeur ajoutée. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment d'être très focus sur un sujet d'actualité éminemment prégnant et qui concerne la retraite. Donc, au global, on s'aperçoit que les experts comptables qui font du conseil patrimonial vont limiter leur intervention à l'activité de conseil, vont parfois prendre des honoraires, et on verra quels sont les moyens qui vous permettront demain de légitimer la prise d'honoraires. Et pourquoi pas, dans un second temps, réaliser les actes d'intermédiation qui sont, je le dis, je le répète à mes étudiants, qui doivent être l'accessoire de la mission de conseil, puisque, en fait, comme je le dis souvent, il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a que de mauvais conseils. Et l'idée, c'est d'avoir une parfaite adéquation entre le produit préconisé et les préconisations qui ont été faites dans la mission de conseil patrimonial. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les rôles des différents intervenants. Les notaires interviennent bien sûr dans le conseil patrimonial parce que d'abord, ils ont un monopole en matière de donation, succession, libéralité, également en matière de vente immobilière. Les avocats, de par leur spécialité, peuvent également intervenir en qualité de conseil. Les conseils en gestion de patrimoine, alors qu'ils soient indépendants ou qu'ils soient issus de réseaux bancaires ou assurances, interviennent également dans le monde de la gestion de patrimoine. Néanmoins, il y a une hétérogénéité extrêmement importante dans ces professions, car assez peu disposent de la capacité juridique appropriée. Et on s'arrêtera, j'ai fait un focus sur ce point-là parce que, semble-t-il, il m'est apparu dans les échanges que j'ai pu avoir avec les experts comptables que cette problématique de capacité juridique appropriée n'est pas forcément toujours maîtrisée ou en tout cas mal appréhendée. Et donc,
les experts comptables, et c'est à vous principalement que je m'adresserai aujourd'hui. Vous intervenez de manière assez forte sur les axes qui sont tournés autour de la vision financière et comptable de l'entreprise, mais néanmoins, on s'aperçoit que pour tout ce qui concerne le droit patrimonial de la famille, parce que ce n'est pas forcément lié à votre cursus universitaire, à votre cursus de formation, seuls ceux qui ont fait l'effort de se former dans le cadre de DU ou de Master 2 vont pouvoir pratiquer une dimension, je dirais, un petit peu plus juridique autour du droit de la famille, et assez peu ce risque à la gestion financière et à tout ce qui concerne l'allocation d'actifs. Alors, on va s'arrêter sur la compétence juridique appropriée parce que cette compétence permet à un conseil en gestion de patrimoine qui la possède de dispenser des consultations juridiques. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que la CJA permet et quelles sont les conditions qui permettent d'obtenir cette CJA pour faire des actes juridiques qui relèvent d'une mission de conseil en gestion de patrimoine. Donc, seules les professions du droit sont habilitées généralement à faire du conseil juridique. Donc, autrement dit, un expert comptable dans sa filiale de CGP, ne disposant pas de la CJA, n'a pas la possibilité d'apporter de conseil juridique, même connexe à son activité, et encore moins de prendre des honoraires. Alors, et ça, c'est un point qui est important, puisque en tant qu'expert comptable, et c'est vraiment la confusion que j'ai constatée, vous faites tous les jours des actes juridiques, la preuve en est, l'établissement d'une déclaration de revenus est un acte juridique. L'établissement d'une déclaration d'IFI est un acte juridique. La rédaction d'une assemblée générale est un acte juridique. En revanche, la réalisation d'un bilan retraite est un acte juridique, mais qui relève de la compétence juridique appropriée. Donc, on va voir quelles sont les conditions qui permettent d'avoir cette CJA. Et cette CJA, elle garantit d'avoir un professionnel qui est capable d'anticiper les risques juridiques et fiscaux liés à la situation patrimoniale d'un client. Et on va voir que la mission de conseil patrimonial, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est quelque chose qui nécessite d'une part des compétences universitaires, académiques, mais d'autre part de la pratique. Alors, l'idée qui sous-tend l'intervention de ce webinaire, c'est de parler de la retraite, mais également de s'arrêter sur les moyens qui vont vous permettre de réaliser et de répondre à la demande de vos clients qui ont de réelles interrogations sur les moyens qui vont leur permettre de se constituer une retraite digne de ce nom. Et au travers de la structure Mahaka, notre idée est vraiment de faire en sorte que l'expert comptable puisse créer son propre pôle patrimonial. Et ce pôle patrimonial va permettre de répondre aux besoins du dirigeant, du chef d'entreprise, d'artisan, commerçant, profession libérale, au travers de cette plateforme, qui va permettre, d'une part, de jouer l'interprofessionnalité avec les professions avec lesquelles vous êtes amené à travailler de concert pour le compte de vos clients. Mais pour réaliser cette mission de conseil en gestion de patrimoine, il va falloir, abstraction faite du conseil que vous pourrez prodiguer grâce à la plateforme, avoir accès à toute une partie d'acteurs qui sont indispensables quant à la mise en œuvre des préconisations qui vont résulter de votre conseil patrimonial. Donc, sociétés de gestion qui vont intervenir pour tout ce qui concerne les allocations d'actifs et la mise en œuvre et le suivi de la gestion financière. Les compagnies d'assurance qui, évidemment, vont intervenir, par exemple, pour la mise en place d'un contrat retraite, pour la mise en place d'un contrat d'assurance vie, d'un contrat de capitalisation, etc. Et ensuite, des fois pour des questions très pointues, le recours à des experts, j'ai mis fiscaliste, mais ça peut être par exemple des conseillers retraite qui vont aider vos clients à liquider leur régime de retraite.
hein, puisqu'on s'est aperçu, et on verra, on fera en live un bilan retraite. Les RIS, je vous ai fait une petite note sur les RIS, comment ça fonctionne, permettent de gagner énormément de temps, mais ne sont pas forcément toujours complets. Donc, il est parfois utile de se référer à des gens dont la spécialité est la liquidation des régimes retraite. Alors, CJA et expert comptable. Donc, comme je vous l'ai dit, la compétence juridique appropriée permet de fournir certains conseils en matière de stratégie patrimoniale. Je vous ai mis les textes qui vous permettent de réaliser les actes juridiques dans le cadre de votre mission de conseil principal, qui est votre mission d'expert comptable. Donc, la question, c'est il sera donc nécessaire de respecter ces conditions pour pouvoir réaliser des consultations juridiques au soutien d'une mission de conseil patrimonial. Donc, dit autrement, et c'est ce que je veux vous apporter comme élément, vous ne pouvez pas, en tant qu'expert comptable, si vous n'avez pas la qualification requise pour faire des missions de conseil patrimonial, facturer des honoraires de conseil pour des missions de conseil patrimonial. Alors, on verra comment vous avez la possibilité de le faire. Et la solution est en réalité très simple. La solution consiste à filialiser et à créer une structure alors qui sera rattachée ou pas à votre cabinet. Là, à vous de voir les stratégies que vous voulez mettre en place sur le plan juridique, fiscal et financier, mais de créer une structure ad hoc qui va avoir toutes les habilitations requises et qui surtout va avoir au sein de cette structure une personne qui aura les qualifications requises qui permettront d'avoir la compétence juridique appropriée. À partir de là, vous établirez une lettre de mission. Cette lettre de mission peut avoir, par exemple, pour objet la réalisation d'un bilan retraite. Et parce que vous aurez cette CJA, parce que vous aurez les aptitudes requises et la méthodologie développée, vous aurez la possibilité d'apporter la valeur ajoutée et donc, en toute légitimité, de facturer des honoraires de conseil et surtout d'accompagner votre client dans la mise en œuvre des solutions patrimoniales et notamment la préconisation des produits adéquats. Donc, dans la pratique, on constate quoi? On constate qu'il y a de plus en plus d'experts comptables qui se lancent dans l'activité de conseil patrimonial et la réalisation de cette activité de conseil patrimonial se réalise de manière diverse. Souvent, on s'aperçoit, je sais que vous êtes sollicité très fréquemment, l'apport d'affaires à un cabinet de gestion de patrimoine ou de courtage. Et donc là, j'attire votre attention sur un point, c'est qu'à partir du moment où vous faites un apport d'affaires, vous avez parfaitement le droit de le faire, mais sur le plan déontologique, je crois qu'il y a un certain nombre de limites et je laisserai Frédéric Espira intervenir si besoin était sur ce sujet. Mais je vais m'arrêter sur un point que je maîtrise. Vous n'êtes plus propriétaire de votre client à partir du moment où vous faites un apport d'affaires à un conseil en gestion de patrimoine, puisque c'est lui qui va réaliser les actes de conseil et d'intermédiation. Et donc, pour cette partie-là, c'est lui qui aura la propriété de la clientèle. Alors, conscient de cet aspect, un certain nombre d'experts comptables ont décidé la création d'une structure commune avec un conseil de gestion de patrimoine ou un courtier. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a de plus en plus d'experts comptables qui créent eux-mêmes leur cabinet de gestion de patrimoine. Et donc, en nota bene, il y a à peu près 100 experts comptables qui se forment chaque année. Et donc, selon nos dernières données, on a un peu moins de 20 créations de cabinets de CGP qui l'ont été par un expert comptable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, à l'évidence, un boulevard pour, de manière tout à fait légitime, intervenir sur le conseil patrimonial, mais intervenir sur le conseil patrimonial de la manière la plus efficiente qui soit, c'est-à-dire qu'en ayant les moyens et les ambitions d'intervenir de manière pleine et entière sur des missions de conseil patrimonial et d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire à vos clients dont vous connaissez les situations patrimoniales, financières, familiales et avec lesquelles vous entretenez souvent des relations privilégiées. Donc, passer ce focus que je voulais faire sur la compétence juridique appropriée parce que ça m'apparaissait nécessaire,
on va voir comment doit être mené un bilan retraite. Et je vous le disais en préambule, il est nécessaire que vous ayez un minimum de méthodologie. Et donc, je vais passer un certain nombre de slides dont vous aurez la disposition qui vous permettront à minima d'avoir les prérequis et d'éviter les choses trappes dans lesquelles on peut tomber si on veut intervenir dans le cadre de l'établissement d'un bilan retraite. Donc, le CGP va intervenir dans un certain nombre de domaines patrimoniaux, donc l'ingénierie de l'assurance vie, conseil en investissement financier, la transaction immobilière, bilan retraite et anticipation de succession, produits de défiscalisation, conseils généraux en GP. Alors, on va entrer sur la méthodologie. Alors, qu'est-ce qu'est un patrimoine? Un patrimoine, c'est l'ensemble des droits et des obligations liées à la personne et appréciables en argent. Et généralement, on va faire un distinguo entre le patrimoine professionnel, le patrimoine privé, le patrimoine social, étant précisé que ces patrimoines sont interdépendants les uns des autres et il y a un certain nombre de passerelles qui vont se mettre en œuvre au travers de ces différents patrimoines. Donc, règle numéro 1, vous ne pouvez pas intervenir dans l'établissement d'un bilan retraite si vous n'appréciez pas le patrimoine dans son intégralité. Je vais prendre un exemple. Souvent, est occulté dans le patrimoine privé ce que j'appelle le patrimoine à venir. Quand je réalise des audits patrimoniaux, souvent, on occulte le patrimoine à venir. Le patrimoine à venir, c'est notamment les actifs successoraux qui peuvent être transmis à terme par les proches du dirigeant et du chef d'entreprise. Analyse patrimoniale générale, donc règle numéro 2, la préparation, prime l'action. Gérer, c'est anticiper. Donc, je vais prendre mes 3 grands axes. Quel est mon stock? Donc, quelle est ma situation patrimoniale? La photographie de mon patrimoine à l'instant T. Donc, un patrimoine est composé de droits et d'obligations. Quels sont les actifs dont je dispose? Et là, je vais opérer une dichotomie entre les actifs, immeubles, meubles, etc. Quel est le passif dont je dispose? En termes de flux, quels sont les revenus et quelles sont mes principales sources de revenus? Quelles sont les dépenses y afférentes? Et je vous le disais, quels sont les avoirs à venir? Succession. Alors, la succession à venir et à recevoir du dirigeant, mais également on va se poser la question de la succession du dirigeant auprès duquel vous allez intervenir. Et donc, une fois que j'ai identifié cette approche générale, je vais voir pour chacun des domaines quelles sont les incidences sur le plan juridique, sur le plan civil, sur le plan fiscal, quelles sont les problématiques que je peux avoir en matière sociale et en matière prévoyance. Par exemple, souvent, et on sait que c'est d'actualité, se pose la question, par exemple, du choix de la structure juridique de la holding. Est-ce que cette holding doit être une société civile? Est-ce que ça doit être une ESA, une ESAS, une SARL? Et à partir du régime juridique de la structure, vous allez avoir une protection sociale et une prévoyance qui sera totalement différente. Si je suis dirigeant d'une ESAS, je relèverai du régime général. A contrario, si je suis dirigeant d'une SRL, je relèverai du régime des indépendants, article 62 sur le plan fiscal. Ensuite, sur le plan de l'analyse successorale, il faudra se poser la question, que se passe-t-il si le dirigeant venait à décéder? Et j'ai coutume de dire qu'à la rigueur, le décès, c'est le moins grave, en tout cas pour celui qui disparaît. Pour sa famille, le problème est différent. Mais le vrai sujet, ce sont tous les problèmes d'invalidité avec toutes les problématiques que ça peut poser. Donc, règle numéro 2, la préparation prime l'action, donc avoir une analyse patrimoniale globale. Règle numéro 3, il doit forcément y avoir une cohérence entre la structure du patrimoine et les objectifs. Donc là, on va aller faire un constat sur ce qui s'est passé dans la structuration et l'organisation du patrimoine. Comme je dis, souvent, un patrimoine
c'est la juxtaposition d'un certain nombre de strates successives qui se sont mises en œuvre au fur et à mesure du temps et de manière pas forcément toujours structurée. Donc, il va falloir faire un audit pour mettre en avant les forces et les faiblesses de la structure patrimoniale. Et là, on va aller chercher quels sont les grands équilibres patrimoniaux. Quand j'ai un dirigeant, chef d'entreprise, qui me dit « Moi, monsieur Guillemin, de toute façon, ma retraite, je n'ai pas besoin de la préparer parce que j'ai une situation patrimoniale extrêmement conséquente qui fait que le jour où je cesserai mon activité professionnelle, les revenus de mon patrimoine vont me permettre d'assurer ma retraite sans que j'ai à me soucier de votre bilan retraite et du peu de rémunération que j'aurai par les régimes de retraite obligatoires. » Et si vous creusez, vous ferez souvent le constat, et en tout cas, moi, c'est un constat que j'ai fait en tant que conseiller en gestion de patrimoine pendant plus de 20 ans. J'ai souvent des dirigeants chefs d'entreprise qui concentrent 85-90% de leur fortune dans leur actif professionnel. Il est bien évident qu'en cas d'aléa de la vie, et de surcroît lorsque le dirigeant est un homme clé, va se poser la question de la pérennité de son entreprise et du coup, se posera également à terme la question de la capacité qu'il aura à revendre cette entreprise, à faire la plus-value qu'il escomptait pour pouvoir assurer son train de vie à la retraite. A contrario, s'il a une situation patrimoniale extrêmement équilibrée et que son patrimoine professionnel ne représente pas une part prépondérante dans son patrimoine parce qu'il a par ailleurs des actifs tangibles comme l'immobilier, là, on aura une situation qui, sur le plan du bilan retraite, sera totalement différente. Donc, constat à réaliser pour justement mettre en exergue les forces et les faiblesses du patrimoine. Règle numéro 4, la fiscalité ne doit pas être un objectif, mais un critère d'investissement. J'ai souvent coutume de dire, et je sais que vous êtes fréquemment sollicité par vos clients qui, dirigeants, chefs d'entreprise, sont sollicités par toutes les officines qui disent faire de la gestion de patrimoine et qui, in fine, ne sont là que pour vendre des produits défiscalisants, type investissement immobilier ou financier, générateurs d'avantages fiscaux. C'est vraiment ce que je dis à mes clients. La fiscalité, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, évidemment, c'est un paramètre que nous sommes forcés de prendre en compte, puisque le choix et les orientations stratégiques qui sont prises pour réaliser l'investissement peuvent avoir un impact extrêmement fort, extrêmement important quant au traitement fiscal de l'investissement. Donc là, je vais prendre en compte évidemment la fiscalité dans mes critères d'investissement, mais je vais prendre en compte tous les objectifs du client. Et donc, être focus sur la détermination précise des objectifs du client. Les solutions choisies doivent s'appuyer sur des professionnels habilités. Donc là, l'idée est relativement simple, c'est de pouvoir, et c'est ce que je mettais en avant sur l'accès à cette plateforme, rares sont les professionnels qui ont la capacité de pouvoir gérer toutes les problématiques qui peuvent se présenter en matière patrimoniale. Donc, avoir accès à des conseils et à des experts qui vont venir appuyer votre conseil patrimonial sur le choix des options que vous allez prendre. Par exemple, en matière de donation, est-ce que je vais faire des donations préciputaires? Est-ce que je vais faire des donations conjonctives? Est-ce que je vais faire des donations graduelles, résiduelles, etc. etc. Rares sont ceux qui ont la capacité de maîtriser toutes ces subtilités. Et ensuite, se posera la question d'avoir des produits qui sont en adéquation. Et l'idée, c'est que le conseil patrimonial va prendre en compte les objectifs du client, va déterminer les options stratégiques qui vont permettre la structuration et la réorganisation patrimoniale. Et à partir de ces constats, vont découler la mise en œuvre de préconisations qui résulteront le choix des produits d'investissement. Et tout l'enjeu est de permettre via votre conseil patrimonial, d'avoir une objectivité dans le conseil et de pouvoir choisir en toute latitude les produits qui seront les plus adaptés aux besoins de votre client. Règle numéro 6, toute solution, conseil ou produit agit sur l'ensemble du patrimoine.
Il est bien évident, et je vous ai pris l'exemple de l'achat d'une résidence principale, on va voir quels sont les différents postes qui peuvent être concernés. Ma trésorerie va être diminuée ou anéantie selon la façon dont je vais financer l'acquisition de ma résidence principale. Ma capacité d'épargne sera la même. Si je décide de ne pas piocher dans ma trésorerie parce que j'estime que j'ai un effet de levier grâce à l'emprunt et que les taux d'emprunt sont particulièrement importants, ben, il est évident que la capacité d'épargne que j'avais auparavant va diminuer par l'affectation du remboursement de la dette. Mes impôts vont également augmenter puisque je vais être éligible à la taxe foncière, impôt que je ne supportais pas auparavant. Mon endettement, va se poser la question de la limite de mon endettement futur. Si par exemple, j'avais pour projet de faire une opération de LBO parce que j'ai décidé de transmettre une partie de mon entreprise et d'intégrer de nouveaux associés, va se poser la question de mon endettement futur, puisque généralement, les banques vont demander la caution du dirigeant, et il est bien évident que son endettement va participer de sa solvabilité. La transmission, comment j'achète ma résidence principale ou ma résidence secondaire? Est-ce que je l'achète avec mon épouse alors même que je suis marié sous un régime séparatiste? Est-ce que je l'achète en direct? Est-ce que je l'achète en indivision? Si je l'achète en indivision, comment je l'achète? 50-50, 30-70? Est-ce que j'interpose une société civile ou une autre forme sociale? Si par exemple, je décide d'acheter une résidence secondaire que j'envisage de louer, est-ce que j'ai intérêt à créer une SRL de famille? Comment je finance cette SRL de famille? Est-ce que je fais des apports en compte courant? Est-ce que je m'endette à titre perso et je fais des apports en compte courant à cette SRL de famille? Est-ce que c'est la SRL de famille qui s'endette? Etc., etc. Assurance vie, assurance décès, quelles sont les garanties? Plutôt que de donner une hypothèque, est-ce que je n'ai pas intérêt à donner un nantissement? Etc., etc. Ensuite, règle numéro 7, pour être équilibré, un patrimoine doit être diversifié et positionné sur différents supports. Donc, c'est ce que je mettais en exergue en préambule tout à l'heure. Il est bien évident que les équilibres patrimoniaux doivent être pris en considération lorsque je vais avoir à réaliser un bilan de retraite. Règle numéro 8, il n'y a pas de saine gestion de patrimoine sans un suivi régulier et une actualisation permanente. Alors, je vais faire une analogie. Il est une ineptie courante de constater que des conseils en gestion de patrimoine vont faire de magnifiques bilans patrimoniaux avec de très belles stratégies qui vont répondre à un instant T aux besoins et aux objectifs du client. Mais que valent ces stratégies? Que valent ces options patrimoniales lorsqu'elles ne sont pas suivies d'effet? C'est comme si vous accompagnez votre dirigeant chef d'entreprise avec lequel vous allez mettre en place une belle stratégie d'interposition de holding pour éviter une taxation de plus-value préalable à la cession de son entreprise, et puis qu'ensuite vous le laissez errer dans les affres de la réglementation juridique, fiscale et financière. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais, une fois que j'ai réalisé ma mission de conseil patrimonial, préconiser à mon client un suivi et une gestion qui vont lui apporter de la sécurité dans le temps par la stratégie que j'aurai mise en place. Donc, le bilan patrimonial, on va avoir d'une part des données objectives et d'autre part des données subjectives. Et tout l'enjeu va être de prendre en compte sur les différentes architectures de ce bilan ces différentes données et au regard des besoins du client, d'avoir une parfaite adéquation entre les préconisations que vous allez faire et les suivis que vous allez réaliser. Alors, le coût d'une mission de conseil, vous constaterez que la réalisation d'un bilan retraite, qui, somme toute, est une mission de conseil relativement complexe, alors que nous avons voulu simplifier, puisque l'avantage, c'est que une fois que vous connaissez et que vous maîtrisez les datas, vous avez la possibilité d'intégrer ces datas dans un logiciel qui va, par le biais d'algorithmes,
aller traiter, gérer ces datas et vous rendre un bilan retraite en quelques secondes. Et avec des données chiffrées et des rapports circonstanciés qui pourront légitimer et justifier que vous facturiez votre mission de conseil. Néanmoins, je viens de vous démontrer que la gestion et la prise en compte de cette mission bilan retraite est relativement aisée, mais si vous ne prenez pas l'environnement général, vous allez tomber dans des choses trappes et vous risquez demain d'être poursuivi par votre client parce que vous n'avez pas satisfait à votre obligation d'information et de conseil. Je vais prendre un exemple. Que vaut un bilan retraite qui serait suivi d'une préconisation qui consisterait à réaliser, par exemple, un investissement immobilier ou à réaliser la mise en place d'un plan d'épargne retraite et dans lequel je n'intégrerai pas la prévoyance. Dans l'hypothèse du décès ou d'une invalidité qui empêcherait votre dirigeant d'exercer, on aurait quelques difficultés à justifier qu'on a satisfait aux obligations d'information et de conseil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez la possibilité demain de prendre des honoraires patrimoniaux que si et seulement si vous aurez structuré votre pôle patrimonial comme vous avez structuré votre pôle social, votre pôle comptable, votre pôle gestion, votre pôle juridique. Ça veut dire qu'il va falloir que soit vous vous formiez, soit vous recrutiez des gens qui sont capables de réaliser des missions de conseil patrimonial et qui, par voie de conséquence, seront capables de réaliser des prestations à forte valeur ajoutée qui justifieront la prise d'honoraires. Et évidemment, je vous l'ai dit en préambule, ça impliquera la rédaction d'une aide de mission. Donc, 3 préalables à la facturation du conseil patrimonial: détenir des connaissances spécifiques et transversales qu'on vient d'identifier de manière synthétique et rapide, connaître son environnement concurrentiel et identifier les évolutions du marché du conseil, et savoir expliquer aux clients la valeur de la prestation. Donc, en conclusion, il est évident que les experts comptables, vous détenez, vous avez la légitimité pour faire du conseil. Par contre, à vous de vous convaincre de cette légitimité par la mise en œuvre de solutions et des dispositions qui vous permettront d'exercer votre mission de conseil patrimonial en toute efficience. Donc, le repositionnement de l'expert comptable, redonner du sens, avoir une approche globale et non fiscale par rapport à la situation patrimoniale globale du client. La retraite, c'est évidemment un des piliers de la stratégie patrimoniale, puisque ce patrimoine, de par sa détention, de la façon dont il est structuré, il sera générateur de revenus à terme. Donc, il va falloir que, au regard de ce stock, je vois quels sont les flux futurs que je vais pouvoir dégager. Est-ce que ces flux futurs sont soumis à des aléas par rapport à la vie ou par rapport à la santé du dirigeant? Et donc, en tant qu'expert comptable et en tant que parfait expert de la situation et de la connaissance de l'actif professionnel, vous ne pourrez plus limiter votre mission à la connaissance de cet actif professionnel. Il faudra que vous embrassiez le patrimoine dans sa globalité. La préparation de la retraite est la garantie de maintenir le revenu futur. Elle doit évidemment être couplée à la prévoyance. Sans garantie des revenus, la stratégie patrimoniale s'écroule, sans parler de l'optimisation fiscale. Alors, quel que soit le statut salarié ou non salarié, les régimes obligatoires seront dramatiquement insuffisants. En moyenne, la retraite d'un chef d'entreprise touchant 120 000 € bruts par an s'élève à 40 000 € bruts. Ça veut dire qu'ils ont une chute, généralement, de près de 70%. Et j'ai obtenu un chiffre hier, puisque je me suis renseigné pour savoir quel était le taux d'équipement post-loi Pacte des dirigeants chefs d'entreprise. On est à moins de 30%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un boulevard quant à la mise en œuvre de stratégies qui vont avoir pour objet la préparation des vieux jours, étant précisé que on a aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de vie, une vraie problématique, puisque j'ai tendance à dire que la retraite, c'est généralement 3 phases. Alors, pour ceux qui ont la chance d'y arriver, mais globalement, les progrès de la médecine ont fait
on a généralement 3 phases. Il y a cette première phase qui est la phase de jouissance de la retraite, où les personnes, à leur âge légal de départ à la retraite, 62, 64, 65, 67, peut-être plus demain, sont encore en bonne santé, ont la possibilité de jouir de la vie et vont consommer du revenu. Il y a la phase, je dirais, secondaire, qui est la phase de consolidation. Là, on va un peu moins consommer de revenus, on a moins la possibilité de consommer. Et puis, il y a la troisième phase qui pose une vraie problématique liée au problème de dépendance. Donc, prendre en compte également ces aspects sur les 3 phases de la retraite. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que je travaille uniquement sur les flux, mais il faut également que j'anticipe les problématiques de dépendance. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui en tant qu'expert pour justement trouver des solutions et anticiper ces problématiques de prévoyance, puisque ça pose une vraie problématique. Voilà, donc je vais, comme je vous l'ai proposé, je vois que j'ai plus d'une centaine de questions. Donc, je vais arrêter le partage d'écran puisque on va réaliser ensemble un cas pratique. J'ai préparé le cas d'un médecin qui nous a sollicité pour établir un bilan retraite. Je vais donc arrêter le partage. On va avec Christelle Dio regarder les différentes questions et on va, dans la mesure du possible, essayer de vous répondre. Christelle, si tu es d'accord, je vais te laisser prendre connaissance des premières questions, répondre à celles auxquelles tu peux répondre, ce qui me permet, moi, de lancer mon logiciel, de préparer le partage et ensuite, j'interviendrai également pour répondre à quelques questions. À de suite. Alors, moi, je n'ai pas les questions. Je vais bien vous aider à répondre aux questions. Tu vas en bas, questions et réponses. Oui, mais à part je n'ai pas le son, je n'ai pas d'autres questions. Ah oui, non, je n'ai pas le son. Montrez tout. OK. Entendez-vous mieux? Bon, parfait. Oui, en fait, il y a eu pas mal d'interventions, des bonjours, etc. J'avais 104 interventions. OK, bon, parfait. Donc, du coup, on ne va pas répondre à des questions. Donc, ça, c'est parfait. Je veux croire, soit j'étais totalement incompris et personne n'a osé me poser des questions, soit j'ai été extrêmement clair. Je vais partir sur une note d'optimisme et je vais partir du second postulat. Donc, du coup, ça me permet de lancer la plateforme, de charger mon dossier et je vais réaliser une simulation. Alors, dossier client. Allez, parfait. Je vais partager mon document. Alors, partager. Alors, hop. Il est là. Alors, Christelle, tu vois le... C'est parfait, je vois tout. Bon, parfait. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir réaliser ensemble un bilan et un audit. En réalité, on va d'abord faire un audit patrimonial à partir duquel on va réaliser le bilan retraite, puisque, comme je l'ai mis en exergue, faire un bilan retraite sans avoir fait préalablement un bilan patrimonial, ça me paraît compliqué. Donc, le principe est le suivant. Vous avez ce logiciel qui est en fait un dashboard à partir duquel vous allez pouvoir rentrer vos contacts. Donc là, moi, pour le coup, j'ai rentré Monsieur Jean Dupont, j'ai rentré son email et on va aller directement sur l'outil simulation. On va faire effectuer une simulation. Donc, vous choisissez votre client, donc Monsieur Jean Dupont. Là, je vais naviguer vers les simulateurs. Là, vous avez tout un tas de simulations possibles et imaginables. Ce qui m'intéresse, c'est le bilan retraite. Donc, je lance mon bilan retraite. Donc là, ça mouline. Compte tenu du fait que j'ai déjà, grâce à mon logiciel, réalisé le bilan et l'audit patrimonial, mon bilan retraite va reprendre les données de Jean Dupont. Donc, je vérifie que j'ai bien les éléments pris en compte. Il
pour faire simple, j'ai pris l'hypothèse d'un célibataire. Donc, un point qui est important, je vais télécharger le relevé de carrière. Donc, je vais aller chercher le RIS. Donc, j'ouvre le RIS. Et donc là, le logiciel va prendre en compte le relevé d'informations de carrière de mon dirigeant, chef d'entreprise, que j'aurais pris la peine d'aller télécharger sur le régime. Donc là, le relevé a été intégré avec succès. Nous vous rappelons toutefois que l'ensemble des régimes de retraite ne sont pas pris en compte à ce jour dans le logiciel. Il est donc indispensable de bien vérifier que l'ensemble de la carrière de votre client a bien été complété. Alors, on a un ou deux régimes de retraite exotiques qui ne sont pas forcément pris en compte, mais on répond avec le logiciel à 99% des bilans retraite. Donc, voilà, on a mis ce petit pensum pour que vous vérifiez bien que si, par exemple, votre client a été, par exemple, dans un régime de retraite spécifique qui n'est pas repris dans le RIS, que vous ayez les points, vous allez avoir la possibilité de les rentrer à la main dans le relevé de carrière qu'on va regarder. Donc, là, ce client, typiquement, on a mis qu'il partait à l'âge légal. Donc, le logiciel va calculer automatiquement en fonction de son âge et notamment de sa date de naissance, quelle sera la date de départ. Et donc, vous pouvez lui dire qu'il aura la joie et le privilège de partir au 1er avril 2038. Ensuite, je déroule, je vais voir quelle a été sa carrière. Donc là, j'ai son activité salariée et j'ai depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2018 son activité de médecin. Donc, trimestre retenu, en l'occurrence 67, et trimestre cotisé 67. Ensuite, donc, j'ai date de départ à la retraite 1er avril 2038. Je vais aller vérifier dans le détail. Donc là, sur la base du détail, j'ai le montant des retraites qu'il aurait aujourd'hui s'il devait arrêter son activité professionnelle, avec un départ à l'âge légal de départ à la retraite. Je vais aller faire une projection sur les revenus qu'il aura à 62, 63, et donc j'ai une projection jusqu'à ses 67 ans. Je vais aller vérifier le nombre de trimestres qui ont été cotisés. Je vais aller vérifier le détail par rapport à la RAM et je vais également prendre en compte les problématiques de réversion. Donc là, vous avez les détails. Un point qui est important, donc ça, je vais l'arrêter. Je vais ensuite prendre en compte dans mes paramètres, il est important de prendre en compte les revenus de la retraite, enfin les revenus d'activité de votre dirigeant, et je vais pouvoir mettre les taux des prélèvements en fonction des éléments, et je vais également pouvoir prendre le régime d'assurance maladie. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer les contrats de retraite supplémentaires que le logiciel prend en compte. Vous avez la possibilité de rajouter les majorations trimestres pour enfants. Vous avez la possibilité là de rajouter et de corriger les points si le RIS n'était pas bon ou si dans le RIS sont manquants un certain nombre de points. Et là, vous avez le nombre de trimestres qu'on vient de voir. Donc, une fois que vous avez tout validé, c'est très simple. Vous appuyez sur rapport. Donc là, on va ouvrir le fichier, c'est un fichier Word. Et vous avez votre rapport bilan retraite qui sort, donc qui va s'afficher. Alors, activer la modification. Ce que je vais faire, je vais arrêter le partage d'écran. Est-ce que vous voyez le bilan retraite là ou pas? Oui, oui, oui. Vous voyez? Oui. On voit la synthèse. Super, donc génial. Donc, évidemment, ça sort un bilan format Word avec l'adresse. Là, on a mis des logos standards, mais on peut intégrer votre logo du cabinet. Tout ça est paramétrable. Donc, vous avez un préambule où on explique un petit peu en quoi… Ça, on ne le voit pas, Rodolphe. Ça, on ne le voit pas. On est resté sur la page de la synthèse. Ah, d'accord. Donc, du coup, je vais arrêter et je vais partager l'écran du bilan retraite qui est sorti en format Word. Alors, hop.
Alors, mon bilan retraite. Alors, ce que je vais faire, je vais aller le chercher sur le logiciel. Donc là, je vais voir si ça fonctionne. Parfait. Alors, je vais aller le chercher sur le logiciel. Donc, du coup, je vais repartager la plateforme. Alors, hop. Je ne retrouve pas sur mon écran. Voilà, parfait. Donc là, vous avez accès à la plateforme, Oui, Christelle? on est revenu sur la première page simulation client. Donc là, vous voyez, j'ai Dupont-Jean. Donc, je clique sur Documents. Là, Ouvrir avec Word. Et là, vous avez le bilan retraite qui s'est affiché. Est-ce que vous voyez le bilan retraite, Christelle? Pas encore, ça mouline un peu. Activez la modification. Est-ce que là, vous le voyez? Pas encore. Pourtant, moi, je l'ai à mon écran. Donc, ça veut dire qu'il faut, puisqu'en fait, il est téléchargé en format Word, donc il faut que j'arrête le partage d'écran sur la plateforme et que je partage uniquement le format Word, votre bilan retraite. Je l'ai là. Donc, normalement, vous devez voir le bilan retraite qui s'affiche. Oui, c'est bon, ça y est. Donc, du coup, le bilan retraite en date du 22 octobre. Donc, vous avez un petit préambule. On prend les données clés de la retraite. On prévoit l'hypothèse d'un départ à l'âge légal. On prend la durée de référence qui correspond pour avoir une retraite à taux plein, une durée de référence fixée à 172. On prend un âge du taux plein automatique avec un âge du taux plein automatique, en l'occurrence, à 67 ans. Ensuite, j'ai mes hypothèses de projection que je vais avoir ensuite ici. Estimation de vos droits à retraite. Donc, au regard de votre carrière professionnelle, le montant de votre pension nette viagère s'élèvera à 8 499% par an, soit 708 € net par mois. Vous avez la prise en compte de l'impact d'un départ différé sur les droits à la retraite avec les projections. On fait un petit focus sur le calcul des pensions de reversion. Donc là, pour le coup, je n'ai pas de problématique puisque j'ai un célibataire. Et on va mettre en exergue la date de départ optimale en retraite. Donc, en conclusion, j'ai une petite conclusion que vous allez évidemment pouvoir compléter, d'accord, puisqu'on est sur un format Word. Et en fait, l'idée est la suivante, c'est d'aller chercher et de définir avec votre client quels sont les éléments patrimoniaux qui vont lui permettre de venir compléter ses revenus lors de son départ à la retraite, de définir ce qu'on appelle son revenu minimum économique de confort, et dans le cadre de son revenu minimum économique de confort, de prendre en compte, et ça c'est quelque chose qui ne vous aura pas échappé, de tous les revenus dont il dispose en tant que dirigeant et chef d'entreprise, qui sont des revenus accessoires, comme par exemple les frais de représentation, la voiture, les télépéages, etc., etc. Donc, il y aura un travail de fond qui sera à réaliser. Et une fois que vous aurez pris en compte les revenus accessoires tirés de son patrimoine, par exemple immobilier ou financier, les revenus qu'il relève, qu'il aura via ses régimes de retraite, ben vous pourrez aller définir la stratégie d'investissement pour justement, via par exemple un investissement immobilier ou via un investissement retraite dans le cadre de la loi Pacte, aller compléter ses revenus à la retraite. Alors, vous aurez également le détail des pensions et comment sont calculés les détails des pensions. Je ne vais pas m'appesantir puisque, comme l'a dit Frédéric Espira, on a 1h30. Ce document qui est sorti de M. Dupont, on fera en sorte qu'il soit mis à disposition également sur le site de l'IFEC pour que vous puissiez voir le détail de tout ce qui est mis en œuvre dans le cadre de ce rapport. On a quelque chose qui est extrêmement complet et qui surtout correspond de manière précise aux besoins du client. Voilà, donc je vais m'arrêter sur la démonstration du bilan retraite. J'ai apparemment quelques questions et réponses, donc on va voir pour y répondre. Et ensuite, je passerai la main à Christelle.
de quelle façon sont projetés les revenus jusqu'à l'âge de la retraite? Alors, c'est une très bonne question. Là, vous allez devoir prendre en compte le prévisionnel de l'activité de votre dirigeant. Donc là, typiquement, dans la projection que j'ai prise en compte, je suis parti du postulat qu'il avait 100 000 euros de revenus. Et ensuite, je peux faire des projections. C'est-à-dire que je peux dire, ben voilà, il aura une revalorisation de sa rémunération à raison de 2 ou 3 ou 5% par an. Puis après, je peux même prévoir et intégrer qu'il a 100 000, 110 000, 120 000, 150 000, 200 000, et on peut faire des projections au travers du logiciel. On ne voit pas le Word, donc ça, OK. Alors ensuite, j'ai une question. Dans le rapport sur la sécurité sociale de 2020, la Cour des comptes indique qu'en 2019, une pension sur 7 calculée au moment du départ à la retraite était erronée. Près de 60% des erreurs résultent de données de carrière absentes ou inexactes. Alors, merci pour cette information sur le rapport sécurité sociale 2020. Il est évident que les risques sont globalement assez inexacts, hein, puisque c'est une prise et une intégration. Moi, je me suis amusé à le faire à titre personnel, je me suis amusé à le faire pour quelques amis, et à chaque fois, j'avais des éléments manquants dans les relevés de carrière. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ce pop-up sur le logiciel, puisque l'avantage d'un logiciel, c'est que c'est automatique et ça va très vite. L'inconvénient, c'est que ça va tellement vite que parfois, on pense que la technique est plus forte que nos cerveaux. Heureusement, il n'en est rien. Donc, soyez vigilants et prenez en compte justement tous les aspects. Il y a donc de grandes chances pour que le bilan retraite soit faussé. Ben oui, c'est ce que je viens de dire. En cas de manque de trimestre, qui doit faire la demande pour qu'il apparaisse sur le site de l'URSSAF? Ben là, en l'occurrence, hein, c'est le client ou vous, si vous avez un mandat, pour que soit transmis aux organismes les éléments de carrière, notamment bulletins de salaire et autres, qui vont permettre la régularisation de la situation. Comment pouvons-nous facturer un bilan retraite? Pourriez-vous nous donner une fourchette? Alors, en préambule, pour réaliser un bilan retraite, vous devrez nécessairement faire un bilan simplifié. Bilan patrimonial, c'est-à-dire état des éléments d'actifs, de passifs, prise en compte des revenus actuels et des revenus futurs, détermination du revenu minimum économique de confort par rapport aux besoins du client. Et pour vous donner un ordre d'idée, un bilan retraite, je le facture entre 500 et 1 500 euros selon la difficulté du bilan. Et la difficulté du bilan, elle est relativement simple puisque grâce au logiciel, c'est automatisé, mais selon la situation patrimoniale du client. Si vous avez un client qui se retrouve avec une holding, des filiales, des prises de participation diverses et variées, des sociétés civiles immobilières, beaucoup d'immeubles, des emprunts, je vais passer un peu de temps sur le bilan patrimonial, ne serait-ce que pour générer la data. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est 1, vous faites un bilan patrimonial et 2, ensuite, vous faites un bilan retraite. Mais si vous avez un médecin qui vient de s'installer, qui est propriétaire de sa résidence principale, vous allez facturer ça entre 600 et 700 euros et ça passe vraiment très facilement. Et c'est d'autant plus facile que vous pouvez le passer en honoraire sur la structure. Voilà, donc les principales questions que j'ai, on reviendra dessus. Je vais laisser la parole à Christelle et vous verrez dans le partage du document sur lequel je suis intervenu, je vous ai également mis 4 slides sur le risque, comment il fonctionne et comment vous devez le lire. Voilà. Je laisse la parole à Christelle. Je vous remercie à tous pour votre attention. Merci Rodolphe et bonjour à tous. Alors nous venons de voir l'importance de bien maîtriser tous les paramètres et toutes les composantes de la retraite. Alors nous allons voir maintenant dans cette deuxième partie tous les dispositifs proposés pour aider justement vos clients à résoudre cette problématique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de revenir sur la loi Pacte et de comprendre sa philosophie. Juste 2 chiffres. À ce jour, l'ensemble des dispositifs mis en place pour la retraite constitue un stock de 230 milliards d'euros.
L'objectif du gouvernement d'ici 2023, c'est d'arriver à 300 milliards. Donc c'est vrai que quand on comprend que le gouvernement a très peu, a beaucoup de mal, on va dire, à réformer le régime de retraite de répartition. Donc, je pense qu'il va préférer canaliser son énergie et ses aides dans le fait d'aider le client à préparer sa retraite par capitalisation. La philosophie de la loi Pacte, elle est simple en matière de retraite, c'est-à-dire que le législateur s'appuie sur différentes volontés. La première, c'est de simplifier et harmoniser tous les systèmes qui ont pu être mis en place depuis toutes ces années. Ensuite, c'est d'encourager fiscalement l'épargnant français. Bien évidemment, c'est toujours la cerise sur le gâteau, mais c'est quand même un élément déclencheur dans la prise de décision. C'est de faciliter la sortie. Alors, on sait très bien qu'on a tous envie d'être rentier, mais quand on parle de rente à un client, il y a une aversion sur ce mot qui fait que le client a toujours peur de mourir prématurément. Donc, faciliter la sortie, c'est d'inciter au maximum, et le législateur l'a construit dans ce sens, des sorties en capital. Et puis d'améliorer la portabilité. Donc ça, c'est une vraie résonance aujourd'hui dans notre vie, puisque au cours d'une carrière, on peut très bien avoir été fonctionnaire, non salarié, salarié, avoir différents statuts, avoir différents dispositifs de retraite qui ont pu quelque part nous suivre. Et bien là, ça va être la possibilité de pouvoir agréger ça au sein d'un même contrat pour avoir une version consolidée de notre retraite future. Voilà les aspects de cette loi Pacte. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, déjà, quelle date ? Cette loi Pacte, c'était au 1er octobre 2019. Souvenez-vous, donc on lançait le contrat PER1, PERCOL, PEROB pour la première fois, et nous avions ce premier trimestre entre le 1er octobre et la fin décembre pour mettre en place ces dispositifs PER, avec un avantage principal à cette époque-là, c'est que l'ensemble des cotisations versées sur son contrat PER étaient déductibles. Là où sur les anciens contrats, on parlait d'une moyenne divisée par 2 si vous n'aviez pas mis sur 2018. Enfin, c'était quelque chose d'un peu plus complexe. Donc, premier lancement du contrat PER, totale défiscalisation sur l'année 2019. Et c'est ce qui a permis aussi de voir un réel engouement déjà pour les clients sur cette solution. Là, nous sommes en octobre 2020. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, à ce jour, vous ne pouvez plus proposer à vos clients de solutions PERF, ni Madelin, ni article 83, ni PERCO. Alors, les solutions mises en place avant, bien évidemment, vont continuer à vivre, on va continuer à les alimenter, mais aujourd'hui, plus de nouveaux contrats sur ces solutions. À la place, on va parler exclusivement du contrat PER. Alors, le contrat PER va s'entendre en deux grandes familles. C'est-à-dire que d'un côté, nous allons avoir le PER entreprise, qui lui-même va se décomposer en PER éco ou PERCOL, PEROB ou PERO. Alors, vous allez vous dire, on a voulu faire simple, et pourtant, le législateur n'a pas réussi à se mettre d'accord sur 2 noms. C'est pour ça qu'on en hérite de 4. Mais le PER éco, vous l'aurez reconnu, c'est l'ancien PERCO, donc toute la branche collective que l'on peut mettre au sein d'une entreprise. Et puis le PEROB, donc PER obligatoire, l'ancien article 83, qui correspondra plus particulièrement au dispositif catégoriel au sein d'une entreprise. Donc, nous avons le PER entreprise avec ses 2 composantes, et puis nous allons avoir le PER individuel, donc qu'aujourd'hui tout à chacun peut avoir, et qui permettra d'agglomérer l'ensemble des dispositifs retraite. Alors, vous allez vous dire, au départ, elle nous a commencé à nous dire que ça allait être plus simple. Quand on voit cette slide, c'est vrai que comme ça, ce n'est pas plus simple. Alors, je vous rassure, quand on comprend un PER, on va comprendre l'ensemble des 3 pairs. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que là, nous avons vu qu'il y avait 3 pairs, donc 2 pairs entreprises, un pair individuel, et chaque pair va être composé de 3 compartiments. Donc, nous aurons le compartiment 1, le compartiment des versements volontaires, et là, c'est bien, parce qu'il n'y a pas de caractère obligatoire, tel qu'on pouvait l'avoir, par exemple, sur des anciens contrats Madelin. Donc là, uniquement cette partie de versement volontaire, et avec ce grand avantage de pouvoir, à l'issue, au moment de la liquidation de la retraite, pouvoir partir soit en capital, soit en rente. Nous allons avoir aussi ce compartiment 2, certainement l'un des compartiments les plus sympathiques, puisqu'à la base, il est alimenté avec tout ce qui est intéressement, participation, abondement, jours CET, donc des apports totalement défiscalisés qui, eux aussi, au moment de la liquidation, pourront se solder en capital, alors totalement exonéré d'IR en plus dans ce cas-là, avec uniquement des prélèvements sociaux sur la plus-value. Le choix est donné quand même à l'épargnant de pouvoir sortir en rente,
Sincèrement, je n'en vois pas trop l'avantage, mais en tous les cas, on reste dans cette optique de complément de retraite. Le compartiment 3, donc lui, logera tout ce qui est versement obligatoire. Et là, pas de choix possible, une sortie en rente obligatoire au moment de la liquidation. Alors, intéressons-nous plus particulièrement aujourd'hui sur le père individuel, parce que c'est celui qui va concerner le maximum de vos clients, notamment les dirigeants d'entreprise. Alors, je vous rappelle, tout ce qui est contrat pair, c'est comme l'ancien dispositif PERP-Madelin, c'est-à-dire que ça arrive au moment des déductions du revenu imposable. Et puis après, bien, vous avez l'impact de votre TMI à impacter sur le montant mis sur ce contrat pair. Je rappelle aussi que toute mise en place de contrat pair sur cette fin d'année 2020 se verra en septembre 2021, au moment de l'ajustement du taux de prélèvement à la source qui sera fait auprès de votre client. Alors, les déductibilités, quelles sont-elles? Eh bien, vous les connaissez, là au moins, ils n'ont pas changé. Nous allons retrouver les déductibilités que nous avions pour le contrat PERP et le contrat Madelin, donc à savoir, dans cette première slide, par rapport à tout ce qui est salarié, chaque salarié pourra mettre 10% des revenus d'activité professionnelle de N-1. S'il n'a pas touché de revenus professionnels, il aura quand même 10% du pass de l'année N-1, soit 4 052 € pour 2020. La intention, la pertinence du conseil, c'est de rappeler à vos clients qu'on peut mutualiser les plafonds des époux ou des partenaires PACS qui seraient soumis à une imposition commune, et puis bien évidemment aussi utiliser le solde des plafonds des 3 années précédentes. Pour les non-salariés, on revient aussi sur ce qui est connu en limite de déduction, à savoir 10% du revenu de l'activité professionnelle de N, limité à 8 passes, plus 15% du revenu professionnel sur la fraction comprise entre 1 et 8 passes. Là aussi, si aucun revenu d'activité professionnelle n'a été perçu, l'épargnant a quand même le droit de pouvoir prétendre à 10% du pass de l'année N, soit 4 114 € en 2020. Alors, ce qui est important, une fois qu'on sait tout ça, c'est de se rappeler tous les dispositifs mis en place à ce jour et comment vont s'imbriquer toutes ces déductions. Alors, je vous rassure, là aussi, des outils seront là pour vous aider quelque part à consolider ces données et à calculer les disponibles fiscaux. Néanmoins, il est important de se rappeler qu'il y aura toujours la partie collective qui deviendra la première à prendre en compte, ensuite la partie collégiale et ensuite la partie individuelle. Alors, pour que ça soit plus clair, je vous ai pris un exemple tout simple. Nous avons Monsieur Gentil qui ne travaille pas et qui élève ses enfants. Son épouse, elle, quant à elle, est salariée dans une grande entreprise et perçoit un revenu professionnel de 100 000 €. Elle a un article 83 avec des versements obligatoires de 2 000 € et puis elle a un abondement sur son PERCO de 500 €. Elle n'a pas de PERP, pas de périn et donc n'effectue pas de contrat de versement facultatif sur son contrat. Monsieur Gentil vient vous voir puisqu'il souhaite ouvrir un contrat périn à son nom pour l'année 2020. Et sa question est de se dire, je n'ai pas travaillé, je ne travaille pas, combien je peux verser et combien je peux déduire sur ce contrat. Alors, c'est très simple, pour reprendre les slides précédentes, eh bien, comme lui ne travaille pas, il va quand même pouvoir utiliser son plafond, donc 10% du PAS, et nous allons pouvoir donc mutualiser les plafonds, comme je le disais tout à l'heure, et donc utiliser le plafond de madame, quel est-il? 10% de son revenu annuel, donc 10% de 100 000, 10 000, auquel je vais soustraire, comme je disais tout à l'heure, la partie collective, donc les 500 € d'abondement PERCO, et auquel du coup, je vais aussi retrancher l'abondement sur l'article 83, par l'abondement, les versements obligatoires de l'article 83. Donc, je vais au total avoir un disponible de 7 500, auquel je rajoute le 10% du PAS, soit un total de 11 552 € pour Monsieur Gentil. Après, en fonction de la TMI du couple, c'est de pouvoir lui calculer l'impact fiscal. En fonction si cette TMI est à 30, 41 ou 45%, l'économie d'impôt pourra être au maximum de plus de 5 000 €. Alors, ça, c'est très bien de pouvoir calculer le disponible fiscal. Mais ensuite, et c'est là l'importance de ce que l'on a dit en première partie, cette approche patrimoniale qui va nous permettre de connaître le client dans sa totalité,
Parce que là, il va être important de pouvoir bien conseiller vos clients. Nous venons de calculer, par exemple, donc, le disponible fiscal de ce client. C'est très bien, vous lui dites qu'il peut mettre effectivement plus de 11 000 € sur son contrat vert. Néanmoins, au moment où vous lui dites qu'il n'a pas de disponibilité à mettre dans cet objectif retraite, eh bien, l'opportunité que nous donne le législateur, et c'est là où on voit vraiment l'esprit du législateur dans cette mesure, et certainement les mesures qu'il va prendre dans l'avenir pour vraiment inciter le client à cotiser sur ses contrats pairs. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, le législateur nous permet d'aller chercher de l'argent sur des vieux contrats d'assurance vie. Alors, je m'explique. Il faut que ces contrats d'assurance vie aient plus de 8 ans, que votre client soit à plus de 5 ans de la retraite. Et là, la stratégie, quelle est-elle? Eh bien, elle est très simple. Elle est de se dire, je vais donc aller chercher de l'argent sur un vieux contrat d'assurance vie. Un vieux contrat d'assurance vie qui a plus de 8 ans, quand je fais un rachat, eh bien, je bénéficie d'un abattement de 4 006 et de 9 002. Eh bien là, on va vous doubler cet abattement. Donc, le 4 006 va devenir 9 002 et le 9 002 va devenir 18 400. Donc, vous avez d'un côté cette purge fiscale de la plus-value des vieux contrats d'assurance vie qui va se faire. Et ensuite, donc, cet argent, que vous ayez fait un rachat partiel ou un rachat total, va vous permettre d'alimenter votre contrat pair, donc dans la partie compartiment 1 des versements volontaires, et vous permettre de passer la caisse fiscale, tel l'exemple qu'on a pu voir tout à l'heure pour M. Gentil. Donc clairement, M. Gentil a un contrat d'assurance vie de plus de 8 ans, vous allez pouvoir retirer les 11 542 qu'on a vus dans le calcul précédent et de venir le déposer sur le contrat pair. Nous avons jusqu'en 2023 pour pouvoir procéder à ce mécanisme de rachat de contrat d'assurance vie. Seule particularité, quand vous faites un rachat en 2020, il est important que cet argent soit réinvesti sur la même année fiscale, en l'occurrence 2020, sur le contrat pair et en totalité. On ne garde pas 500 € pour les vacances ou je ne sais quoi. Autre opportunité, autre conseil que vous allez pouvoir donner à vos clients, donc là je reviens un petit peu en arrière. On a parlé tout à l'heure, et donc là vous le voyez en haut de la slide, tout ce qui est PERCO et article 83. Donc, des salariés qui aujourd'hui auraient un PERCO, alimenté ou pas, vont pouvoir, tous les 3 ans, prendre ce qu'il y a sur le PERCO, donc tout ce qui est intéressement, participation, compte épargne-temps, et pouvoir donc récupérer tous les 3 ans au sein de ce PERCO et pouvoir venir le mettre dans le compartiment 2 de leur contrat individuel. Donc ça, c'est quand même intéressant dans le conseil de pouvoir rapatrier l'ensemble des dispositifs retraite, toujours dans le même esprit, pour avoir une vision consolidée. On a vu dans le bilan retraite le calcul du manque à gagner et clairement combien il va falloir trouver pour avoir un maintien de revenus. Et bien là, en consolidant l'ensemble des dispositifs retraite, ça vous permettra d'avoir, au fur et à mesure des visites et des rencontres avec votre client, de pouvoir voir si l'objectif va être atteint. Et puis, troisième opportunité, donc les articles 83. Donc, pour ceux qui ont eu l'occasion d'avoir ces conseils, il est possible que vous ayez transformé des articles 83 dormants, donc plus alimentés, ou bien des articles 83 où le salarié a quitté son entreprise. Jusqu'au 1er octobre 2020, il nous était possible de transférer ces articles 83 dans un premier temps en PERP et dans un second temps sur le contrat pair individuel. La stratégie était la suivante, un article 83 sort exclusivement en rente. Vous aviez cette possibilité de transformer quelque part une sortie inéluctable en rente, en sortie en capital par rapport à ces 2 étapes consécutives. Alors, aujourd'hui, nous sommes après le 1er octobre 2020, donc cette stratégie de transformation de l'article 83 avec une sortie en capital n'est plus possible. Pour autant, il reste toujours intéressant donc de transférer ces articles 83 dormants sur le compartiment 3 du contrat pair individuel, toujours dans la même stratégie de pouvoir consolider tous les avoirs du client et surtout aussi de prendre une gestion qualitative sur ce contrat retraite, parce que bien souvent, il y a des PERCO, des articles 83. C'est vrai, quand on regarde les allocations, on fait toujours, à défaut de, on prend le moins mauvais, mais ce n'est pas vraiment une réelle allocation qui va permettre de venir mettre du rendement sur l'effort d'épargne du client. Alors voilà pour ce qui est opportunité, donc ça,
je l'ai déjà dit. Donc maintenant, si on s'intéresse au contrat pair en lui-même, pourquoi ce contrat pair plaît par rapport aux autres dispositifs retraite? La première chose qui saute aux yeux et qui a plu aux clients, c'est cette possibilité de sortir à 100% en capital, donc au moment de la liquidation. Donc ça, on l'a vu sur le compartiment 1 et sur le compartiment 2. Et puis, vous avez aussi ce déblocage en cas d'acquisition de résidence principale. Et ça, je pense que c'est aussi un élément déterminant dans l'argumentation. Aujourd'hui, dans nos vies professionnelles, nous connaissons différents statuts. Dans nos vies privées, c'est à peu près la même chose. On se marie, on divorce, on se remarie, on réachète une résidence principale, pourquoi pas. Eh bien, le contrat pair vous permettra, le cas échéant, de débloquer tout l'argent qui a été mis sur le compartiment 1 en vue de cette acquisition. Cela demeure un contrat retraite, et donc dans les contrats retraite, il est intéressant et important de trouver toutes les options de rente que l'on peut proposer aux clients. On va y revenir par la suite. Autre stratégie qui a été déjà mise en place sur toute l'année 2020, c'est de pouvoir proposer à vos clients, et là il n'y a pas de règle générale, il y a la situation du client et il y a l'entretien avec votre client qui permettra de savoir si c'est intéressant ou pas. Eh bien, c'est peut-être de transférer son PERP ou son Madelin, ou PERP et Madelin, sur ce nouveau contrat pair, donc dans la partie, bien évidemment, compartiment 1. La stratégie, quelle est-elle? Un PERP, vous connaissez comment ça fonctionne au moment de la liquidation, c'est 20% en capital, le reste en rente. La Madelin, c'est exclusivement une sortie en rente. Et bien là, vous avez la possibilité de transformer ces deux dispositifs en sortie en capital. Alors bien évidemment, la fiscalité est différente, les choix sont différents. Si un client est célibataire, sans enfant, fera-t-il le choix d'une rente ou d'un capital? Ça, c'est à lui de vous le dire. C'est toutes ces questions et c'est tout l'intérêt de connaître votre client dans son ensemble, dans son projet, dans ses objectifs, pour le conseiller au mieux de cette stratégie de transfert. Tous les contrats pairs aujourd'hui sont en parcours digitalisé, donc c'est vraiment une mise en place simple et facile des solutions qui sont proposées. Et puis, c'est aussi d'avoir des vrais contrats dans lesquels, comme je disais tout à l'heure, à l'effort d'épargne, on va pouvoir apporter une gestion qualitative des actifs financiers. Alors, les phases de constitution dans tous les contrats pairs, vous trouverez des profils. Donc, le législateur a imposé à toutes les compagnies d'assurance de proposer au sein des contrats pairs différents profils, prudents, équilibrés, dynamiques. Donc, le principe est très simple, ce sont des allocations qui sont faites, sur lesquelles vous n'avez pas à intervenir, sauf à choisir entre prudent, équilibré et dynamique. Et vous avez une sécurisation automatique qui va se faire au fur et à mesure de l'âge de votre client qui va se rapprocher de la retraite. À l'inverse, ce n'est pas forcément le choix que vous ferez, que fera votre client, c'est de pouvoir lui proposer, à l'inverse, s'il a une vraie appétence sur le rendement, qu'il s'y connaît, que vous-même maîtrisez toute cette gestion financière, ça va être de pouvoir lui proposer toutes les classes d'actifs pour une vraie diversification, à savoir plus de 500 OPCVM, mais aussi toute une offre immobilière composée d'SCPI, d'SCI, d'OPCI. Vous pourrez également loger des fonds structurés que vous aurez créés au sein de votre cabinet destinés à vos propres clients par rapport à votre cahier des charges. Enfin, vous allez retrouver en fait toutes les classes d'actifs d'un contrat financier classique. Bien évidemment, un contrat, pour qu'il soit bien géré, il faut pouvoir mettre en place des options, notamment ce qu'on appelle souvent dans notre jargon des couloirs de performance. C'est d'un côté ce qu'on va appeler l'écrêtage des plus-values, c'est-à-dire de se dire que dès que le contrat gagne de l'argent, je sécurise ce que j'ai gagné. Ou bien l'arrêt des moins-values, c'est de se dire qu'en cas de secousse des marchés financiers, de mettre un filet qui permettra à votre client de ne pas prendre un risque supérieur à ce qu'il souhaitait au départ. Le lissage des investissements, quel est-il? Nous parlions des transferts tout à l'heure. Quand arrive ce transfert, bien souvent, ce sont des sommes conséquentes qui arrivent. Quand on regarde toute l'épargne aujourd'hui composée sur les contrats Madelin qui existent depuis 1994, nous avons des volumes importants. C'est de se dire que le capital, en arrivant, il peut être intéressant de le découper en plusieurs fractions pour rentrer sur les marchés progressivement plutôt que de rentrer aujourd'hui en se disant est-ce que c'était mieux hier ou est-ce que ce sera mieux demain.
je parlais tout à l'heure de tout ce qui était sorti. Le contrat pair reste un contrat retraite et il est important de ce fait d'avoir toutes les options possibles dans le cas où votre client choisit une rente. Et de toute façon, pour tout ce qui est compartiment 3, le choix n'est donné que pour une sortie en rente. Donc les rentes, quelles sont-elles? Eh bien, on retrouve classiquement la rente viagère réversible sur le conjoint à 60 ou à 100%. On va trouver aussi des rentes majorées. Un client qui souhaite au départ avoir un réel pouvoir d'achat va vous demander une rente plus importante sur les premières années, quitte à la minorer par la suite. À l'inverse, un client qui se trouve confortable au début de sa retraite va vous demander une rente minorée, quitte à ce qu'elle soit plus conséquente dans un second temps par rapport à ses besoins qui augmenteront, dépendance ou autre. Voilà toutes ces options. Alors, je vous rassure, ce n'est pas à 40 ou 50 ans qu'on doit choisir. C'est uniquement au moment du départ à la retraite. Et c'est aussi là, avec votre aide, qu'il sera important de pouvoir le conseiller fiscalement. Vous avez vu que tout compartiment va impliquer des choix de fiscalité. Des choix de fiscalité sur l'IR, mais aussi à un moment des choix de fiscalité au niveau successoral. Et là, il serait important d'être bien guidé, donc aujourd'hui, demain et jusqu'au moment de la liquidation, pour optimiser au mieux ces dispositifs retraite. Dernière possibilité aussi au sein de ces contrats, tout ce qui est annuité garantie. L'annuité garantie, je vous le rappelle, c'est de se dire, bon, on a souvent des clients qui prennent soin d'eux, qui mangent bio, qui font du sport, mais quand on leur dit qu'on va leur donner une rente, d'un coup, ils se disent qu'ils peuvent mourir demain et que leur conjoint peut mourir après-demain de chagrin et qu'au final, l'argent il sera gardé par l'assureur. Alors, je vous rassure, l'annuité garantie vient les rassurer sur ce fait-là, à savoir qu'un contrat dispose toujours d'un nombre d'annuités garanties. C'est-à-dire, c'est comme un quasi-capital, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, en cas de décès prématuré de l'un ou de deux assurés, il y a quand même un nombre d'années qui sera versé aux bénéficiaires désignés au moment de la liquidation. Donc tout ça, c'est vraiment bien réfléchi aussi par le législateur pour quelque part rassurer l'épargnant sur tous les choix futurs qu'il aura à faire. Alors, je vais le mettre pour la fin. Il est superbe ce tableau et ne vous inquiétez pas, je vous en ferai l'économie, mais il est pratique parce qu'à un moment, dans toute cette fiscalité, il y a les outils, et il y a un moment, il faut avoir des penses bêtes. Celui-ci en est un et vous permettra, pour rappel, en fonction de ce que l'on s'est dit, de pouvoir retrouver facilement la fiscalité appliquée à votre client. Voilà, je pense que j'en ai terminé sur tous les éléments que j'avais à vous donner. Alors, je vais me prêter aussi au jeu des questions, si j'en ai. Non? Alors, question. Alors... Alors moi, j'ai vu, je te laisse répondre aux questions, Christelle, qui peuvent éventuellement te concerner. J'ai une question. Est-ce que vous avez un logiciel conseillé pour faire un bilan retraite? Alors, oui, il y a de nombreux logiciels qui existent. Vous avez, par exemple, un logiciel expert qui est très bien, qui s'appelle Factoriel. Par contre, qui nécessite et qui implique d'avoir déjà une très bonne connaissance des régimes de retraite. Et il est, en tout cas, il est très bien parce qu'il est complet. Néanmoins, je l'ai trouvé dans l'usage assez complexe. Pour notre part, on a fait le choix de développer un logiciel beaucoup plus simple, qui va à l'essentiel et qui surtout n'implique pas de maîtriser tous les aspects techniques des régimes de retraite. Voilà. Tu as vu les questions, Christelle? Oui, la dernière, je vais prendre le temps d'y répondre, mais pour ça, je vais réserver ma réponse et donc je reviendrai en contact. Je n'en ai pas d'autres de façon plus générale et globale. Mais celle pour les BNC, Oui,
À la rigueur, on fera une réponse sur le site. Les supports sont envoyés par mail. Alors écoutez, vu que c'est l'IFEC qui a organisé, je vais peut-être laisser l'IFEC répondre parce que au niveau de l'intendance, je ne sais pas comment ça se passe. Je sais que le webinaire a été enregistré et il sera diffusé sur le site de l'IFEC. Pour notre support, nous, on les met à disposition de l'IFEC. Donc après, voilà, je ne sais pas si l'IFEC, on vous laisse répondre à cette question. Bon, je pense que vous aurez une réponse circonstanciée par rapport aux questions que vous avez. On vous remercie pour l'attention, le temps que vous avez bien voulu nous consacrer. On espère que ce webinaire vous a été utile. Toujours délicat de le faire en visio, mais on s'adapte. Donc, vraiment, merci à toi aussi, Christelle, pour ton intervention et la qualité du support que tu as pu nous transmettre. Voilà. Merci pour votre attention à tous. Au revoir à tous. Au revoir.